Alors, on regarde maintenant quelles sont les conditions qui existent par rapport à l'OMC. Et parmi les États contactants, il y a une convention sur les achats publics dans ce qu'on appelle le Government Procurement Agreement, le GPA, qui est un accord multilatéral, plurilatéral entre différents États contractuels, donc membres de l'OMC, et qui donne l'accès aux contrats de marché public. Ce GPA a été conclu le 5 avril 2019. Il est entré en vigueur en 1995, pardon, il est entré en vigueur en 1996 et donc il a été appliqué depuis. Alors, quelle est l'importance de ce type de contrat pour les achats publics et notamment pour les fournisseurs en Suisse? Quelles sont les relations par rapport au développement durable et quelles sont les marges de manœuvre qui sont encore disponibles et où se déroule ce contrat. Alors la réponse est donnée par Reto Malacrida, qui est collaborateur au secrétariat de l'OMC et qui est Counselor and Head of Procurement and Competition Policy Group de l'OMC. Et c'est donc une chance pour nous d'avoir effectivement quelqu'un de Suisse qui puisse nous parler effectivement dans une langue nationale. Monsieur Lacrida, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir chez nous. Vous allez vous connecter à distance et vous allez nous montrer effectivement l'importance de la durabilité dans le cadre de l'OMC. Monsieur Malacrida, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup, Monsieur Lehmann, pour cette modération. On se réjouit beaucoup de l'invitation et de pouvoir vous donner un certain nombre de présentations sur le thème du GPA et des conditions générales de négociation au niveau international. Comme vous l'avez dit, ce GPA est une convention importante de l'OMC. Je profite de cette occasion pour charger ma présentation, si ça fonctionne. Alors, je vais profiter de cette période-là pour essayer de montrer ma présentation. Et dans ce cas-là, on pourra commencer. Mais en tout cas, je peux déjà commencer pour l'essentiel, pour vous rappeler ce que c'est que ce GPA, qui est une convention de l'OMC avec un accord plurilatéral dans lequel tous les membres n'ont pas eu l'obligation d'entrer dans ce contrat. Il y a donc 86 membres qui ont signé cette convention, ce qui correspond à environ un tiers seulement de membres de l'OMC, et on se réjouit beaucoup que dans l'intervalle de temps qui nous a été donné donc depuis 1996, donc sur les 25 dernières années, que le nombre de membres ait plus que doublé sur cette période. Donc il y avait 22 États contractuels à l'époque. Entre-temps, on était arrivé donc à 48 et on a une sorte de salle d'attente qui n'est pas complètement complète par rapport à des candidats qui veulent y entrer, mais qui est quand même assez occupée. Il y a pour l'instant 7 négociations d'entrée qui sont en cours, avec certains des candidats qui sont donc très intéressants. Voilà, je crois que ça fonctionne maintenant avec les transparents. Donc, comme ça, vous pouvez nous suivre. Voilà. Voilà. Et là, je crois qu'on est effectivement dans ce banc transparent. Donc, comme vous voyez, il y a donc 7 négociations qui sont en cours, qui ne sont pas toutes aussi avancées ou pas aussi prometteuses, mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour l'instant très fortement, c'est le cas du Brésil. Et puisque c'est le pays d'Amérique du Sud qui s'intéresse à entrer dans ce JPA avec cette importance systémique très importante, parce que vous pouvez imaginer que dans ce cas-là, que si il y a une bonne chose qui peut se passer avec l'entrée du Brésil, eh bien d'autres pays d'Amérique latine pourraient éventuellement suivre et être motivés à franchir cette étape pour arriver dans ce GPA. Si on regarde l'importance économique du GPA, on
si on pense à nos collègues en Suisse qui exportent, notamment l'industrie d'exportation dont on va pas beaucoup parler aujourd'hui, mais bon, eh bien, pour les accords du GPA et de cette entrée sur le marché, ça donnera des possibilités, donc des chances, des opportunités, selon des calculs assez globaux qui sont faits par le secrétariat de l'OMC, que la valeur de cet accès sur l'ensemble de tous les marchés publics, donc des 48 États qui sont maintenant signataires de cette convention, ça représente 1700 milliards de dollars américains par année, donc 1,7 billion. Donc, ça vous rappelle que cela vaut donc la peine, en tout cas pour l'industrie d'exportation suisse, de pouvoir participer et d'être partie prenante à ces grandes opportunités d'entrée sur le marché. Comment ça se présente pour l'ouverture du marché suisse? Donc, il y a ici des chiffres qui sont proposés par la Confédération. Donc, ça remonte à 2015. Du modèle global, ces contrats GP8 qui étaient subordonnés et avaient une hauteur de 6,8 milliards. Donc, ça veut dire que la Suisse a il y a donc seulement 6,8 milliards sur ces 1700 milliards dont on parlait tout à l'heure, mais si on fait une décomposition à l'échelon de la Confédération, on voit ici une situation qui est intéressante, dans le sens où la moitié des 6,8 milliards sont donc des achats qui peuvent être faits aux frais de la Confédération, donc pour 3,4 milliards, mais dont 95% sont concédés à des fournisseurs qui sont domiciliés en Suisse et seulement 5% qui sont concédés à des fournisseurs qui sont à l'étranger. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a que 170 millions par année qui sont donc donnés comme commande directement à des entreprises qui sont résidentes à l'étranger. Donc, si on fait la comparaison, le secrétariat de l'OMC, qui est de 200 millions de francs suisses par année. Donc, on voit que, en termes de relations, la situation pour la Suisse, pour l'instant en tout cas, est effectivement plus intéressante. Si on vient sur des questions par rapport à ce GPA, comment il se concentre par rapport aux des achats qui sont durables, ce GPA a une longue histoire, ça remonte à environ 40 ans. Et ça a commencé à se développer pendant cette époque-là. Dans le domaine international, il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, c'est un principe qui a été suivi, ou donc qui est plutôt relativement lent, avec une situation actuelle, notamment par rapport à la Suisse, en termes d'achat public durable. On est un petit peu en arrière, mais en tout cas, on est content de voir s'il y a des progrès qui ont été faits, même nous aussi en tant qu'État contractuel. Alors, rapidement, quelles sont les obligations centrales et donc les limitations qui sont marquées par ce JPA, y compris dans le domaine des achats publics durables? Il s'agit ici au centre d'une non-discrimination par rapport à des marchandises, des produits ou des prestations de services étrangers, et d'un autre côté, de pas de discrimination non plus de fournisseurs étrangers et de prestations de services. Mais ce GPA veut dire que la non-discrimination ne suffit pas. Il faut aussi une obligation aussi de prise en compte active aux intérêts des fournisseurs étrangers. Cela veut dire qu'on ne peut pas seulement comparer en termes de situation juridique, mais ici aussi se mettre un peu dans les chaussures, entre guillemets, de fournisseurs étrangers et de se demander qu'est-ce qui se passe, notamment dans le cas des marchés publics, qu'est-ce que l'on fait, le cas échéant, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet négatif par rapport au commerce, et si c'est le cas, dans ce cas-là, il est possible que le GPA ici puisse avancer, nous pousser à avancer dans une étape supplémentaire par rapport à ces achats. Donc le cœur, c'est bien la non-discrimination, mais la partie de prise en compte est aussi importante. Alors, par rapport au GPA 2012, c'est une lecture un peu compliquée quand même, parce que il y a quelque chose qui est donc duré dans 22 ans pendant les activités de l'OMC, avec une formulation qui est souvent pas tout à fait soigneuse.
et qui va aussi quelquefois largement en dehors en fait de l'activité ou de la partie juridique qui est contrôlée par l'OMC. Donc il y a un certain nombre de points qui sont mentionnés. Il y a quelques cas judiciaires qui ont été lancés aussi depuis 1996, alors qu'il y a des centaines de cas sur d'autres contrats de l'OMC. Et donc là, c'est clair que les États contractuels ont leur propre interprétation de ce contrat et que l'application du contrat est donc en partie différente. Elle peut aller dans différentes directions, ce qui, par rapport à l'interprétation du JPA, ne facilite pas forcément sa lecture. Et ainsi, donc, il y a un certain nombre il faut effectivement donner des réponses claires par rapport à différents types de fournitures. Et donc là, en fait, l'idée, c'est peut-être, voilà, c'est pas seulement d'envoyer des excuses, ça ne suffit pas. Mais il y a des avancées qui ont été faites avec 3 points qui sont importants par rapport à l'application de développement durable et notamment des achats publics durables. Donc, il y a des spécifications techniques et ensuite des critères de supplément et ensuite les parties des exceptions générales par rapport à ce cadre. Par rapport aux exigences techniques, ce qui se passe, c'est que donc on a réussi dans les dernières négociations du GPA d'introduire ici, vous voyez, de mettre un texte plus ou moins clair et de mentionner que dans le domaine des exigences techniques, là aussi, il y a des exigences avec des liens avec l'environnement, donc ils doivent être intégrés. Et cela a beaucoup contribué à encourager tous les acheteurs à tenir compte de tous ces critères. Monsieur Brown a parlé déjà tout à l'heure de manière très encourageante que les conditions d'acquisition qui en découlent, voilà, se reposer aussi là-dessus et donc doivent tenir compte de cette particularité. Donc jusque-là, c'est clair. Par contre, il y a des choses qui sont un peu moins claires, ce sont les définitions. Qu'est-ce que sont en fait ces spécifications techniques qui sont autorisées? Ici, vous en avez quelques-unes. Alors, il s'agit peut-être des caractéristiques de qualité, etc., mais aussi par rapport à la production et au processus de mode de production pour ces fournisseurs de prestations de services, par exemple, ou de marchandises. Et là, par rapport au texte, on a déjà une certaine incertitude parce qu'on ne voit pas clairement s'il s'agit ici de produits, donc de processus et méthodes par rapport à la production, ou de choses qui ne sont pas liées directement à des productions de produits. Par exemple, si vous avez un produit bio, donc c'est clair que là, il y a un certain nombre de choses qui doivent se refléter dans les produits finaux, qu'il n'y ait pas de pesticides, par exemple, et donc il y a une relation directe avec le produit, mais les choses qui ne sont pas liées directement à un produit, par exemple une table pour une école ou de l'électricité verte, par exemple, on ne verra pas ça non plus, quel type d'énergie a été utilisé pour fabriquer cette table. Et donc cette différence-là, elle est fondamentale quand même dans le droit de l'OMC par rapport aux prescriptions pour les produits qui sont en général assez ouvertes par rapport au processus de production. Il y a des réserves qui sont déjà émises donc c'est ce qu'on appelle effectivement ces clauses d'exception. Et ce qui fait que dans une certaine mesure, il y a donc cette disposition, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus précisément libellée, parce que voir si c'est effectivement lié à un produit ou si c'est pas lié à un produit. Et dans ce cas-là, malheureusement, comme toujours, on voit qu'il y a une certaine insécurité avec laquelle il faut qu'on puisse vivre et que ça fait partie effectivement, est-ce qu'on prend un risque au niveau juridique ou est-ce qu'on peut l'exclure? Pour les critères de supplément ici, il y a aussi un progrès qui a été enregistré dans le sens où, de nouveau, donc on a aussi fait tirer l'attention sur des facteurs qui sont liés à l'environnement par rapport aux suppléments. Donc là, effectivement, il faut faire référence explicitement à des critères de l'environnement ou à des métiers ou des professions qui sont liées à cela. Et en outre, il faut faire aussi référence à un certain nombre de facteurs qui sortent de cette limitation-là
Et là, ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une sorte de marge de manœuvre que l'on peut prendre en compte de ce qu'on appelle la life cycle cost. Donc, c'est en fait le coût sur l'ensemble de vie du produit. Ça peut être aussi un prix par rapport par exemple, à l'élimination du produit. Donc, ça peut aussi être pris en compte par rapport à un certain nombre de critères supplémentaires ou de ce complément. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de choses qui peuvent déjà être mentionnées dans le contenu du texte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici qu'au niveau de ces suppléments, c'est que ça ne doit pas se lier au processus de production, mais vous le voyez qu'ici, on fait mention que ces critères de supplément doivent être énumérés, mais ils ne sont pas exclusifs. Donc c'est possible qu'ici, on puisse encore avoir des processus de production, que l'on puisse les intégrer à cet endroit-là. Et puis le troisième point de connexion, c'est aussi le fait que il y a une partie sociale, donc pas seulement des choses qui concernent l'environnement en tant que tel, mais aussi les conditions de travail, tout ce qui est lié au travail, et que ça peut être intéressant de prendre ça en compte. On fait ici une référence par rapport à donc aux bonnes mœurs publiques. Certains experts disent que ce sont par exemple des standards minimums de travail qui doivent être justifiés et certaines aussi traitements préférentiels peut-être pour certaines marchandises. Elles sont fabriquées par des personnes handicapées ou pour des institutions caritatives. Donc il y a toute une série ici de références aussi à des milieux sociaux qui sont aussi importants. Donc globalement, on a une image où on peut dire, bon d'accord, oui, il y a effectivement il y a des progrès qui ont déjà été faits de manière importante, mais il y a encore des potentiels de clarification. Et pour l'instant, c'est pas très clair de voir si effectivement c'est lié à la production ou à des choses qui ne sont pas des produits en tant que tels. Dans quelle mesure ceux-ci sont tout à fait pris en compte et si c'est le cas, dans quel à quel niveau du processus d'acquisition ça doit intervenir. Donc là, il y a encore du travail à faire. Si on regarde maintenant rapidement comment ça va avancer avec la suite du développement, comme est-ce que l'on peut motiver les États signataires à continuer à avancer. Donc d'une part, il y a les États eux-mêmes ont conscience que ce thème des achats durables, c'est quelque chose qui est important et qu'il y a donc un besoin de traitement qui est indispensable. En 2014, il y avait déjà un programme de travail qui a été lancé et qui a parlé effectivement de cette thématique et des mesures pour voir quelles sont les obligations au niveau du pays international et de les lier. Et ça a débouché sur un rapport qui montre que sur quelle manière on peut conclure ce type d'opération. Et malheureusement, les documents qui sont, le Conseil en tout cas, ils sont pour l'instant encore pas publiés, pas accessibles. Donc, je ne peux pas vous montrer tout autre détail pour l'instant, mais on espère que ici, dans un délai raisonnable, on aura au moins une partie de ce programme qui pourra être conclu et donc qu'il y aura un soutien complémentaire qui pourra nous être donné. En dehors de l'OMC, il y a aussi des possibilités d'utiliser le temps qui est à disposition pour avancer avec des accords de libre-échange. Par exemple, l'Europe ici est un bon exemple. Elle a bien avancé avec une convention non contractuelle de GPA, mais elle a pu convaincre le Mexique quand même de mettre une nouvelle clause avec les achats publics dans le domaine international par rapport au libre-échange. Et ici, donc, c'est une construction assez générale, qui est plutôt sur le plan du principe, mais ce type de lien avec donc les considérations sociales et environnementales, on peut effectivement les intégrer dans le processus d'achat pour longtemps où ce n'est pas discriminatoire. Donc voilà, c'est effectivement beaucoup plus général au niveau du libellé, mais ça effectivement se distingue un peu du texte du GPA. Alors, on va voir comment ce texte du GPA va évoluer. Ou est-ce qu'on va garder simplement les dispositions telles qu'elles sont? Alors, permettez-moi peut-être de vous donner encore quelques remarques finales qui sont directement liées donc à vous ou en tout cas au centre d'achat.
Et on part du principe ici que c'est une importante par rapport au GPA et aux indications qui sont nationales, puisque ça, on joue donc une fonction de charnière entre les deux. Et là, ce que je voudrais effectivement vous inviter, c'est à parler vers l'extérieur, hein, au niveau international, par exemple, de pas seulement se concentrer, comme on le voit ici, de parler d'environment takers, mais aussi d'environment makers, ce qui veut dire que donc créez vous-même votre environnement international en faisant en sorte que vous êtes une partie prenante importante. Donc, si vous pouvez donc voir ou dire ce qui manque au niveau international, par exemple, si vous avez besoin de plus de flexibilité, eh bien, faites-le. Et dans ce sens-là, je vous invite effectivement à intervenir de manière offensive, de soigner le dialogue avec l'ensemble des collègues du SECO pour que celui-ci aussi, peut-être qu'il y ait une remontée d'informations depuis le bas, pour que ça puisse ressortir ensuite au niveau international, pour qu'ensemble, on puisse faire avancer le GPA en direction d'une orientation qui soit utile et pratique. Et de mon point de vue aussi, vers l'intérieur, c'est le dernier point qui est le mien, c'est si vous voulez apporter votre contribution par rapport à la compréhension pour l'ouverture de la Suisse vis-à-vis du marché international, c'est ça aussi donc de favoriser l'industrie de l'exportation et de favoriser aussi l'entrée de la Suisse dans le GPA, donc qu'on puisse la protéger de manière durable, si vous permettez ce jeu de mots. C'est aussi qu'on en parle aussi au niveau politique. Et donc, c'est important d'être un peu GPA advocacy, donc ça veut dire d'être actif, de donner des informations, d'être transparent, de pouvoir expliquer. Et ça, c'était une problématique qui est importante parce que par rapport à la politique de concurrence. Et ça fait déjà longtemps qu'on parle de cette advocacy, ça fait partie effectivement du travail aussi de nos collègues. Et là aussi, je voudrais vous dire, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, qu'effectivement, si on peut avancer dans une GPA advocacy, si on prend ça en charge, on aura peut-être effectivement un soutien politique à l'intérieur sur cette GPA. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie. Je vous ai écrit ici mon email. Si vous avez des questions, vous pouvez bien m'écrire directement ou si vous avez des commentaires à faire. Monsieur Lehmann, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Malakrida, pour cette présentation intéressante. On a entendu que l'OMC donne accès à un marché immense de 1700 milliards de dollars américains. Alors, ce qui est intéressant aussi pour la Suisse, comme on l'a entendu, quand on voit la proportion avec la part des fournisseurs étrangers, on a vu aussi qu'il y a une certaine prise de conscience par rapport au développement durable dans les marchés publics, ce qui est la prise en compte active des conditions, du développement, critères de développement durable. OK, c'est peut-être pas très explicite, mais il y a un certain nombre d'exemples et de choses qui ont été intégrées, la participation, conditions de participation, les explications techniques, la possibilité d'avoir des caractéristiques d'environnement qu'on puisse intégrer comme supplément, etc. Et à la fin, vous avez aussi parlé de la suite du développement de ce GPA et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y a ce rapport, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quel moment ce rapport va être publié, que l'on puisse compter un petit peu et on voit effectivement si on n'a pas quelque chose de beaucoup plus explicite par rapport à l'environnement dans ce rapport. Alors, M. Lehmann, oui, j'aurais bien voulu avoir cette boule de cristal que je puisse vous montrer et estimer quand exactement ça sera le cas. En principe, il y a de nouvelles négociations qui sont déjà en cours. On aurait dû commencer en 2017 contre les parties contractuelles, mais pour l'instant, elles ont préféré attendre. Et en ce sens-là, on espère pour l'instant que ce programme de travail, voilà, c'est lui qui va s'y concentrer. Alors, je suis en contact avec les États contractuels. On essaie de les animer ici, en tout cas pour qu'une partie de ce programme puisse être déployée dans un délai utile, peut-être déjà. En tout cas, par rapport à la conférence des ministres de l'OMC en novembre de cette année, moi qui ai une première vision, mais en tout cas, il y a donc 48 États, il faut qu'ils soient tous unanimes, et vous pouvez imaginer que c'est pas toujours très facile
Mais en tout cas, on n'abandonne pas et on continue à avancer donc par rapport aux achats des marchés publics durables pour s'engager en fait pour que on puisse continuer à avancer, en tout cas les États membres. Merci beaucoup. Vous avez dit à la fin aussi, vous avez favorisé ou vu en fait un appel aux acheteurs en disant, voilà, annoncez vos problématiques par rapport au développement durable au niveau international, adressez-vous au SECO, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que nous, comme petit pays, est-ce que l'on a un levier? Est-ce qu'on nous entend? Comment est-ce que vous appréciez la situation? Alors, je pense qu'effectivement, la Suisse, justement maintenant, elle est bien positionnée par rapport déjà à la législation et elle devrait effectivement pouvoir présenter cette offensive et montrer en fait dans les discussions comme modèle qu'est-ce qui se passe avec une orientation vers l'avenir par rapport à ces achats publics. Et donc je pense que la Suisse a aussi une bonne réputation dans le cadre des états contractuels du GPA et notamment je pense que la Suisse par rapport à d'autres états contractuels, elle pourrait se mettre ensemble et que collectivement, elle puisse, voilà, pour agrandir un petit peu son poids avec cet appui des autres et pour être mieux entendue. Pour le reste, comme dernier point, je dirais que la Suisse, encourager la Suisse, faire comme avec ce qui se passe dans l'Europe, donc dans l'ensemble des contrats de libre-échange que vous signez, eh bien, c'est que de manière réjouissante, on mentionne toujours dans ce contexte aussi que il y a des choses que l'on peut expérimenter et d'être un peu plus offensif au-delà du texte GPA, donc d'être créatif en matière de libellé et de pouvoir avoir ce type de texte qui puisse être à la fois signé mais aussi déployé. Et comme ça, on aurait des expériences à partir de la pratique. Et dans ce cas-là, on pourrait amener ces expériences dans les négociations elles-mêmes du GPA. Et je pense que ça serait une bonne manière très positive de pouvoir contribuer et d'encourager en fait l'avancée dans le texte du GPA parce que si elles ont déjà été déployées dans les accords de libre-échange, ça serait d'autant plus facile. Et dans ce cas-là, on aurait un consensus et qui irait dans la même direction ici à l'intérieur du texte du GPA. Merci beaucoup, Monsieur Malakrida. C'était donc la collaboration, donc un branchement depuis Genève, depuis le secrétariat de l'OMC. Merci beaucoup du temps que vous avez consacré et donc au revoir. Voilà.